Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter VOA Afrique et d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, notre magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons aux parasitoses intestinales et au déparasitage. Consommer de l'eau souillée ou des aliments sales ou mal cuits cause de nombreuses maladies. Professeur Christian Zeton. L'estomac ne supporte pas la présence de ces germes parce qu'il y a eu l'acidité dedans, ce qui fait qu'il y a des douleurs abdominales de type variable, des diarrhées qui contiennent des glaires et du sang. Souvent, ça s'accompagne de vomissements. Au-delà des efforts individuels, comme nous le verrons, mettre un terme aux parasitoses nécessite une implication des pouvoirs publics et des partenaires internationaux. Professeur Abdoulaye Dabo. Ce déparasitage en milieu scolaire a fait ses preuves dans nos pays, notamment au Mali ici, concernant l'ascaridase ou l'ankylostomie, qui étaient vraiment des parasites fréquents dans le sud du pays. Toutes vos rubriques seront au rendez-vous. Le docteur Armand Genkap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite d'abord, l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Cette semaine, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons comme d'habitude Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. L'actualité de cette édition est essentiellement consacrée au sida et on commence par le Cameroun où le test de dépistage rapide du VIH chez les enfants est accessible dans la capitale. Oui Mohamedou, depuis 6 mois, un hôpital de la capitale, l'hôpital de district de la Cité Verte, offre désormais des tests de dépistage rapide du VIH chez les enfants. Selon Florence Chelaba du laboratoire de cet hôpital, avant la mise en place de cette plateforme du dépistage rapide, la procédure conventionnelle obligeait à envoyer les échantillons de sang dans des laboratoires de référence. Le retour des résultats pouvait prendre plus d'1 mois. Désormais, on peut avoir un résultat en moins d'1 heure. En dehors de cet hôpital, il y a aussi le centre mère-enfant de la fondation Chantal Biya. La fondation de l'épouse du président camerounais permet aussi de faire dépister les enfants et d'avoir rapidement les résultats. Alors Firmin, ce test de dépistage rapide peut-il aider dans la lutte contre la maladie? Effectivement. Le test permettra à plus de mamans de connaître le statut de leurs enfants et donc de favoriser leur prise en charge. Les responsables de l'hôpital de district de la Cité Verte expliquent que certaines femmes ne revenaient jamais chercher les résultats des tests de leurs enfants. Mais précisons Mohamedou que le test rapide ne suffira pas car selon l'UNICEF, au Cameroun, 17% des femmes attendues ne se présentent pas en consultation prénatale et 12% refusent de faire le test du VIH. Pourtant, avec un taux de prévalence moyen de 5% chez les femmes enceintes en 2016, le Cameroun fait partie des 10 pays qui contribuent à 75% aux nouvelles infections pédiatriques dans le monde. Poursuivons avec l'Organisation mondiale de la santé qui demande d'agir contre la menace croissante de la résistance du VIH aux médicaments. S'appuyant sur un rapport fondé sur des enquêtes menées dans plusieurs pays, l'OMS avertit que cette menace pourrait compromettre les progrès mondiaux en matière de traitement et de prévention du VIH si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement. Le rapport 2017 de l'OMS sur la résistance du VIH aux médicaments montre que dans 6 des 11 pays en Afrique où des enquêtes ont été faites, plus de 10% des personnes commençant le traitement antirétroviral étaient porteuses d'une souche résistante à certains des médicaments les plus utilisés contre ce virus. Une fois le seuil de 10% atteint, l'OMS recommande à ces pays de revoir d'urgence leur programme de traitement du VIH. Eh bien, Firmin, il faut dire que la résistance du VIH aux médicaments se développe lorsque les patients ne suivent pas le plan de traitement qui leur est prescrit. En effet, Mohamedou. Et certains patients n'ont pas un accès régulier à un traitement et à des soins de qualité. Les sujets porteurs d'un virus résistant subiront progressivement un échec thérapeutique et pourront le transmettre à autrui. Leur virémie, c'est-à-dire le nombre de particules virales dans le sang, augmentera, sauf s'ils changent de schéma thérapeutique et prennent un autre traitement pouvant être plus onéreux et dans de nombreux pays encore plus difficiles à se procurer. D'après l'OMS, les tendances à la hausse de la résistance du VIH aux médicaments pourraient entraîner un plus grand nombre d'infections et de décès si rien n'est fait. Pour cette raison, l'OMS recommande de changer de thérapie de première intention pour ceux qui démarrent leur traitement dans des pays où le niveau de résistance devient élevé. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Lutte contre le VIH enfin, des résultats encourageants pour un vaccin en cours d'élaboration. Une étude à un stade encore préliminaire sur un vaccin contre le VIH a donné des résultats encourageants, une note d'optimisme alors que la recherche a jusqu'ici échoué à mettre au point un vaccin efficace pour se protéger de ce virus. Testé chez 393 volontaires dans 5 pays, États-Unis, Rwanda, Ouganda, Afrique du Sud et Thaïlande, ce prototype a entraîné une réponse immunitaire chez 100% des participants selon l'étude présentée à la conférence internationale de recherche sur le sida qui vient de s'achever à Paris. Ces données prometteuses combinées aux avancées d'autres chercheurs dans ce domaine autorisent à être à nouveau optimistes quant à la possibilité de développer un vaccin contre le VIH, a estimé le professeur Dan Barouche, membre de l'équipe de recherche au cours d'une conférence de presse. Alors Firmin, comment fonctionne exactement ce candidat vaccin? Mamadou, ce vaccin expérimental consiste tout d'abord à mettre en éveil le système immunitaire avec un banal virus de rhume avant de le doper avec une protéine présente sur l'enveloppe du VIH, déclenchant une réaction plus vigoureuse de l'organisme. Selon les experts, un vaccin resterait le meilleur moyen de mettre fin au sida qui a contaminé 76 millions de personnes et provoqué 35 millions de décès depuis son apparition au début des années 1980. La recherche d'un vaccin se poursuit, mais à ce jour, seuls 4 projets de vaccins ont atteint le stade du test de leur efficacité clinique, a rappelé le professeur Dan Barouche, les autres ayant été abandonnés en phase préliminaire en raison de leur manque d'efficacité. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le mal de ventre et les diarrhées sont les manifestations les plus visibles que le système digestif rejette dans la nature des microbes présents dans l'organisme. Certains de ces microbes contaminent l'eau ou les aliments. Ils peuvent alors provoquer des parasitoses. Comment les éviter et que faire quand on en est victime? Nous avons posé ces questions au professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue et enseignant à l'université de Douala au Cameroun. Il commence par nous présenter les parasitoses les plus fréquents chez ses patients. Nous avons souvent des amis, bien sûr, mais également d'autres parasites plus classiques comme les ascaris, les oxyures, les giardiases et d'autres. Mais je pense que pour vos auditeurs, il faut étendre cela à certaines bactéries qui sont également liées au péril fécal, que sont les salmonelles, c'est-à-dire que vous savez qu'on a beaucoup de fièvre typhoïde dans nos pays, et puis également Escherichia coli, qui est le colibacille, qui donne énormément de gastro-entérite. Quand vous allez à des manifestations et que vous avez une intoxication alimentaire, ou même la tourista, souvent c'est le colibacille. Mais également, plus loin et plus dangereux, il y a le vibrion du choléra qui fait partie de ces pathogènes qui nous entraînent des maladies liées à l'eau au niveau des micro-organismes. Alors, je crois que dans nos pays, il faut aussi souligner que nous avons ce même problème, toujours de péril fécal, avec certaines hépatites. Il s'agit de l'hépatite virale A et l'hépatite virale E. Parce que les autres hépatites qui sont la B et la C, c'est un autre problème et la transmission n'est pas du tout orofécale. À côté, il y a d'autres parasites qui sont aussi un petit peu apparentés à ce genre de transmission, mais la différence, c'est que il y a d'autres circuits. Par exemple, le ténia, ça passe par la viande, etc. Mais bon, ce n'est pas du tout par rapport à l'eau, mais c'est quand même les aliments. Et puis la bilharziose qui attrape le sujet par voie transcutanée, mais il y a un moment où l'eau passe par là. Mais ce n'est pas en relation avec les aliments et avec la bouche. Évoquons maintenant les symptômes les plus courants de ces maladies. On sait que la plupart du temps, c'est le ventre qui fait mal, c'est la diarrhée. Absolument. Absolument, puisque la plupart de ces micro-organismes vont passer par la bouche et donc le premier filtre, c'est l'estomac et surtout les intestins. L'estomac ne supporte pas beaucoup la présence de ces germes parce qu'il y a une acidité dedans qui fait que les germes vont passer rapidement ou ces parasites. Et donc, on va se retrouver au niveau de l'intestin, ce qui fait que c'est, comme vous dites, le ventre, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs abdominales. C'est assez commun pour l'ensemble des germes dont j'ai parlé plus haut. Donc, des douleurs abdominales de type variable, des diarrhées, qui peuvent être des simples diarrhées liquides ou des selles très molles, mais répétitives,
Mais de temps en temps, on a des diarrhées qui contiennent des glaires et du sang. Alors par exemple, avec les amibes, vous voyez, c'est ce qui se passe. Bon, sinon, la plupart du temps, les symptômes sont communs. Bien sûr, quand il y a diarrhée, souvent ça s'accompagne de vomissements. Je crois que ça résume l'ensemble des symptômes dont se plaignent ces malades. Alors ces douleurs abdominales peuvent être très importantes et très invalidantes. Mais bon, c'est curieux parce que le côté commun de tous ces germes, c'est d'avoir une symptomatologie qui se ressemble. Donc au départ, on ne peut pas cliniquement dire que c'est tel ou tel. C'est l'analyse de celle qui va nous dire pour nous orienter vers le traitement. Alors, le plus souvent, on sait que l'organisme évacue les déchets. Ça peut être par voie fécale ou par voie urinaire. Est-ce que l'organisme évacue aussi les parasites et pourquoi? Alors, je venais de vous dire que ces germes sont absorbés par la bouche puisque c'est une contamination féco-orale, si vous voulez, et donc ça va arriver dans l'intestin. Donc ça va suivre le transit intestinal et l'élimination va se faire par les selles, bien entendu. Et ces selles vont malheureusement recontaminer l'eau et la nappe phréatique, puisque je vous ai dit que les latrines ne sont pas maîtrisées, le circuit de l'eau n'est pas maîtrisé dans beaucoup de nos pays, et donc c'est comme ça que ça va recontaminer des malades, etc. Donc la réponse est oui, ces micro-organismes sont éliminés souvent dans les selles, comme les selles elles-mêmes. Alors il y a des particularités, je vous ai entendu parler de la bilharziose. Bon, il y a le schistosoma mansoni qui s'élimine par les urines, bon, mais ce n'est pas tout à fait, comme je vous ai dit, par rapport aux aliments et aux sels. Mais enfin, c'est quand même dans l'eau et ça va entraîner aussi d'autres maladies. Donc, pour résumer, la réponse, c'est oui. Les experts comme vous recommandent de temps en temps de faire le déparasitage de l'organisme. Comment se fait le déparasitage? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui souhaiteraient pratiquer le déparasitage? Alors, les avis sont partagés dans ce domaine. Il y a des gens qui exagèrent bien sûr tout, ils se déparasitent tous les mois. Je pense que c'est excessif. Je pense que dans nos pays où l'endémicité de ces parasites est importante, il est raisonnable de conseiller un déparasitage une fois par an ou 2 fois par an. Et ça suffit largement, 1 fois par an chez l'adulte, et chez l'enfant, on peut aller jusqu'à 2 fois par an. Moi, je pense que c'est largement suffisant pour être sûr de ne pas laisser passer des parasites, parce que, indiscutablement, la plupart de nos populations a des parasites plus ou moins importants. Le plus souvent, ça s'arrête à des ascaris ou à des oxyures, mais ça aussi, ça peut entraîner des troubles digestifs et des douleurs abdominales gênantes. Alors, ce rythme-là suffit. Alors, ce que nous utilisons souvent, c'est des vermifuges ou des vermicides. Aujourd'hui, on utilise plus de vermicides, c'est-à-dire qu'ils détruisent le ver intestinal ou le parasite, et on ne le voit pas dans les selles. Avant, on utilisait des vermifuges qui faisaient chasser le ver que vous éliminiez entièrement, et puis c'était pas très ragoûtant, et donc je crois que les nouveaux qui sont des vermicides sont plus utilisés. On a l'albendazole et le mébendazole et d'autres. Alors, comme je vous ai étendu le champ d'application à des salmonelles et des Escherichia coli qui est le candibacille, bien sûr les bactéries, là il faut utiliser des antiseptiques ou des antibiotiques prioritairement intestinaux pour en venir à bout. Les virus que je vous ai cités au début, hépatite A, hépatite B, bon, il n'y a pas de traitement là-dedans, il faut simplement que l'état général du malade soit bon. On peut éventuellement le soutenir avec un apport vitaminique et il va se débarrasser tout seul de ces virus parce que là, le traitement est symptomatique. Est-ce qu'il y a des produits typiquement africains, non pharmaceutiques, pour aider au déparasitage? Alors, je pense que certainement, il doit y en avoir. Nous ne les connaissons pas très bien. On peut simplement faire allusion au fait que dans le temps, on utilisait l'huile de ricin, qui est un extrait d'une plante, qui était un vermifuge suffisamment puissant, que nous avons utilisé quand on était plus jeune. Donc, je pense qu'il doit y avoir d'autres plantes qui ont un effet anti-parasitaire. Et puis, peut-être même antibiotique qui pourrait aider à soigner certaines turustas ou intoxications alimentaires. Bon, nous ne le connaissons pas bien, donc je pense que nous, on se contente plus des médicaments pharmaceutiques pour essayer de soigner nos malades. Donc, il faudrait peut-être faire des recherches avec les tradipraticiens, les guérisseurs, mais nous avons des problèmes de collaboration avec ces gens-là, mais je pense qu'il y a des vrais tradipraticiens qui doivent disposer de recettes traditionnelles qui sont valables, qu'il faudrait qu'on valide sur le plan scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, par exemple d'hygiène, d'assainissement, ou bien dans la préparation des repas qui peuvent aider nos auditeurs à prévenir une parasitose? Bien entendu, évidemment. Vous me tendez une perche que je vais attraper tout de suite parce que la première chose, c'est l'hygiène des mains. C'est-à-dire qu'il faut penser à se laver les mains. Donc, de plus en plus, dans les réunions et les repas de différentes associations ou de différentes manifestations,
on va les gens sortir de leur poche des petites solutions désinfectantes qui se passent sur les mains. Ça, c'est une bonne idée. Mais déjà, le lavage des mains avant les repas ou en sortant des toilettes, tout ça, c'est des bonnes habitudes. Et puis, bien sûr, l'hygiène de l'eau. L'hygiène de l'eau est importante. Il faut absolument que les eaux de consommation soient purifiées parce qu'il y a encore beaucoup trop de zones où l'eau de consommation est contaminée et à ce moment-là, ça va pas nous aider à lutter contre ce péril fécal. Donc je pense que là, ça devient des problèmes politiques et dans nos États pour essayer de faire des efforts d'assainissement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la plupart de nos pays pour assainir l'eau, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans certains quartiers un petit peu excentrés. Je pense que la maîtrise de l'eau va dominer la transmission de ces maladies à transmission orofécale, ce que j'appelle le péril fécal, comme on l'appelle en médecine, quoi. Et donc, à ce moment-là, même le choléra, les petites épidémies que nous voyons de temps en temps, seront éliminées, bien entendu. Les populations, avec leurs habitudes de se déparasiter, nous aident à réduire ce problème. Il faut simplement pas que ces populations exagèrent en prenant trop souvent des antiparasitaires, parce que c'est quand même des médicaments. Mais il reste des cas où la médecine va intervenir et aider les malades. Et même beaucoup de nos gouvernements commencent à distribuer des vermifuges et des vermicides dans les écoles. Et ça, c'est une très bonne initiative, parce que ça, c'est une réalité. La non-maîtrise de l'eau dans nos pays fait que le parasitisme existe. Et nous apprécions le travail des administrations de la santé qui ont pris ces initiatives. Vous dites qu'il ne faut pas exagérer avec les antiparasitaires et tout ça. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des risques à prendre un peu trop ces médicaments-là? Écoutez, quand vous abusez avec les médicaments, il y a toujours des effets secondaires, ne serait-ce que des douleurs abdominales, des allergies, des choses comme ça. Donc, un médicament, il ne faut jamais en abuser. Et là, c'est le médecin qui parle, donc c'est forcément quelque chose d'important à considérer. Se déparasiter, je pense qu'au rythme que les populations font dans nos pays, c'est pas raisonnable. Souvent, ça ne pose aucun problème d'effet secondaire, mais on ne sait jamais. Les médicaments, c'est un produit chimique, souvent, il faut essayer de ne pas en abuser. Nous remercions le professeur Zeton qui nous répondait depuis Douala, au Cameroun. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Pour lutter contre les parasitoses, certains gouvernements mettent en œuvre des programmes de lutte qui consistent entre autres à déparasiter les enfants dans les écoles. C'est le cas du Mali. C'est ce que nous a expliqué le professeur Abdoulaye Dabo, parasitologue et directeur du Centre national de la recherche scientifique et technologique de Bamako. Tout d'abord, nous lui avons demandé si les parasitoses sont un problème de santé publique en Afrique. Que ce parasitose soit un problème majeur de santé publique en Afrique, je dis oui et non, parce que ce problème dépend non seulement de l'espèce, mais également de la localité. Par exemple, quand vous prenez l'ascaridase ou l'oxyriose, ce sont vraiment des parasitoses qui sont répandus partout, et surtout l'oxyriose qui est donc une parasitose très très répandue dans tous les pays. Et par rapport à la localité, par exemple, l'ascaridase, c'est une parasitose qui est fréquente au Mali ici dans les années 80, mais avec le déparasitage systématique contre l'onchocercose et la filarie lymphatique, c'est une parasitose qui a tendance à disparaître, en tout cas du Mali, notamment le sud du Mali. En revanche, en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire par exemple, comme le Bénin, comme l'Afrique centrale, le Gabon par exemple, là, le climat chaud et humide de ces pays donc favorise la transmission du parasite. C'est pourquoi donc l'ascaridase, y compris d'autres parasites aussi, comme l'ankylostomose. Est-ce que ceux qui vivent dans les grandes villes et qui bénéficient des mesures d'hygiène et d'assainissement, est-ce qu'ils ont aussi des raisons de s'inquiéter et pourquoi à votre avis? La question est très intéressante, dans la mesure où, dans le temps, il y avait une grande différence, par exemple, entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est-à-dire du temps où vraiment les conditions dans le milieu, en milieu urbain ne sont pas encore détériorées. Et à voir de très près, moi je ne vois pas pratiquement de différence entre les quartiers périphériques de nos villes, quelle que soit la ville africaine, notamment les villes au sud du Sahara, les quartiers périphériques et les zones rurales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions qui prévalent dans ces milieux ruraux, justement, sont les mêmes conditions qui prévalent donc en zone périurbaine. L'assainissement n'y est pas. L'approvisionnement en eau potable n'y est pas. Et donc, ces conditions favorisent donc, si vous voulez, l'extension et le maintien de ces parasitoses-là. Et dire que ces parasitoses sont un problème de pauvreté ou de milieu rural, moi je ne suis pas totalement d'accord avec
assertion. Il n'y a pratiquement pas, à mon avis, de différence fondamentale entre le milieu urbain, notamment les zones périurbaines, et le milieu rural. Qu'en est-il du suivi et du traitement des parasitoses en Afrique? Est-ce que le suivi et le traitement des parasitoses est facile et accessible en Afrique en termes de coûts déjà, de la qualité du personnel et puis de l'accès aux hôpitaux et aux médicaments? Bon, par rapport au suivi et à l'accès au traitement de ces parasitoses, encore, il faut nuancer. Ça veut dire quoi? Il y a certains parasitoses, comme l'ascaridiase par exemple, comme les téniasis, sont prises en charge dans les programmes nationaux de lutte. C'est ce qui se passe au Mali et dans d'autres pays. Ça veut dire qu'en milieu scolaire, chaque année, il y a ce qu'on appelle le déparasitage systématique en milieu scolaire contre justement ces parasitoses et bien d'autres, et bien sûr, comme la schistosomose par exemple. Donc par rapport à ces deux parasites, on peut dire que vraiment le suivi, le traitement est bien mené. Mais par contre, pour d'autres, notamment l'amidiase par exemple, je veux dire l'amidiase qui est due au parasite, donc si vous voulez, cette parasitose n'est pas quand même prise en charge dans ces programmes-là. Donc c'est pourquoi je disais qu'il fallait nuancer. Le traitement ou le suivi est assuré en milieu scolaire, si vous voulez, pour cette parasitose, mais ne l'est pas pour d'autres. Et encore, dire que le problème est pris en charge, il faut encore que le taux de scolarisation soit élevé partout. Si les enfants qui sont dans des zones donc non scolarisées ne bénéficient pas en général de cette prise en charge, et même de l'ascaris et du téniasis dont j'avais parlé tantôt. Vous avez commencé à évoquer le déparasitage, surtout dans les écoles et tout ça. Ça s'inscrit dans le cadre global des politiques de santé publique des luttes contre les parasitoses. Alors, vous, en tant que spécialiste, au-delà de ces opérations qui sont menées périodiquement, quelle politique publique pouvez-vous conseiller à l'endroit des décideurs pour mieux mener la lutte contre les parasitoses et surtout les parasitoses intestinales? La politique qu'il faut donc mener, c'est à renforcer, parce que ce déparasitage en milieu scolaire a fait ses preuves. Encore faut-il, comme je le dis, il faut que vraiment le taux de scolarisation soit relativement élevé pour que l'on puisse atteindre le maximum de patients, une couverture thérapeutique assez importante. Tout à fait. C'est le cas. En tout cas, dans nos pays, notamment au Mali ici, certaines choses appartiennent maintenant au passé. Ensuite, je pense par l'ascaridiase ou l'ankylostomose, qui était vraiment, ou l'anguilose, même qui était vraiment des parasites très très fréquents dans le sud du pays. Et donc, il faut renforcer les politiques déjà existantes. Et c'est là, justement, de saluer les actions d'accompagnement des partenaires techniques et financiers, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme la Fondation Carter, la Fondation Bill Gates, et bien d'autres. Je me suis de ne pas pouvoir tout citer, mais ces partenaires vraiment ont largement contribué, justement, à la prise en charge de ces parasites, notamment au niveau scolaire. Parce que ce sont ces enfants qui sont les plus exposés. Donc, en s'intéressant davantage à ces enfants, on rompt facilement le cycle de transmission et cela peut conduire facilement à l'élimination de ces parasites. Et au-delà des opérations de déparasitage, j'imagine qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'hygiène et l'assainissement. Bien sûr, on a beau déparasiter, il est très difficile d'avoir 100% de couverture thérapeutique. 100%, c'est très difficile. Donc, il va toujours rester quelques individus qui vont échapper. Et cela veut dire quoi? Si l'assainissement, comme vous le dites, l'approvisionnement en eau potable n'est pas assuré, ne sont pas assurés correctement, et ces 2 ou 3 individus qui restent en dehors du traitement donc, vont contaminer à nouveau le milieu et vont donc faire en sorte que l'infection, les infections vont reprendre. Tout à pourquoi le déparasitage, c'est une stratégie, il faut saluer, mais il faut que ce déparasitage soit vraiment accompagné des mesures d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable. Donc c'est une combinaison de ces différentes stratégies qui fera qu'on arrivera à bout et dans un abri très proche. Simplement, je suis très confiant. On arrivera dans un abri très proche justement à pouvoir mettre fin à l'hégémonie de ces vers qui nous ont tant fait souffert. On va terminer par cette question, puisque vous êtes le directeur du Centre national de recherche scientifique et technologique de Bamako au Mali. Qu'est-ce que votre centre de recherche fait dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez des découvertes ou alors des éléments qui peuvent permettre de lutter contre ces parasitoses-là? Voilà, belle question. Notre centre n'a pas de laboratoire de recherche en tant que tel pour mener des études, mais notre rôle fondamental, c'est d'appuyer sur le plan financier, aussi apporter notre expertise aux programmes nationaux. Sur le plan financier, donc, nous avons des livres budgétaires qui nous permettent donc justement de financer des programmes de recherche au niveau des universités et aussi des institutions de recherche. Et donc, ces protocoles de recherche, donc, certains sont effectivement axés sur la lutte ou l'épidémiologie justement de ces maladies parasitaires. Donc, voilà un peu
que nous appuyons également, parce que nous avons des chercheurs qui sont parmi nous, et nous pouvons donc également appuyer les programmes nationaux, les ORG, par notre expertise, soit dans la mise en œuvre des stratégies qui sont donc préconisées, soit dans la connaissance de l'épidémiologie justement de ces parasites. Nous remercions le professeur Abdoulaye Dabo qui nous répondait depuis Bamako, au Mali. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, l'un de nos correspondants en RDC, Erika Mouizi, a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Bukavu. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je suis Hamza Bel Hadji, sportif au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. J'ai une préoccupation. Quelle espérance de vie a un orphelin enfant qui vit avec le VIH/SIDA quand on sait que l'espérance de vie d'un Congolais c'est de 54 ans? Merci. Ce que je peux répondre à Hamza, c'est que avec les dernières innovations en matière de traitement du sida, avec notamment le dépistage précoce suivi d'un traitement précoce de toutes les personnes dépistées, le traitement par antirétroviral est assez innovant et est révolutionnaire dans ce sens où il rend la charge virale quasiment indétectable. Et une personne qui est infectée par le virus du sida et qui a une charge virale indétectable est une personne qui est sur le plan de la santé comme une personne qui n'a même pas du tout une infection par le virus du sida. Si cette personne, notamment cet enfant-là, orphelin, bénéficie d'un bon suivi médical associé à une bonne prise en charge psychosociale, l'espérance de vie de cet enfant-là est égale à celui de la population générale. Et il peut même être supérieur à celui de la population générale dans ce sens que, ayant un suivi médical et ayant un suivi psychosocial, ce que ne bénéficie pas la population générale, il aura une tendance même d'ailleurs à vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps que des personnes qui sont dans la population générale et qui n'ont aucun suivi. C'est pour ça que je peux répondre que l'espérance de vie d'un enfant qui naît avec le virus du sida peut même être supérieur à celui de la population générale compte tenu de ce suivi médical et psychosocial dont va bénéficier cet enfant-là dès sa naissance. Et dans ce suivi médical, il faut bien comprendre que le traitement antirétroviral devra être pris à vie et il faudra garantir à cet enfant-là une bonne nutrition, une nutrition équilibrée. Il faudra garantir à cet enfant-là un bon soutien psychologique. Il faudra garantir à cet enfant-là d'être bien inséré dans la société afin qu'il n'en souffre pas moralement par rapport à sa maladie. Voilà ce que je pouvais répondre à Hamza qui appelle depuis la RDC. N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions, des observations et des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pourrez désormais regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, www.voaafrique.com et sur les réseaux de nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux parasitoses intestinales, ces maladies causées par la consommation d'eau et d'aliments souillés. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Christian Zeton, hépatogastro-entérologue et enseignant à la faculté de médecine à l'université de Douala au Cameroun. Il nous a présenté les types de parasitoses les plus fréquents et nous a donné des astuces pour les éviter. De Bamako au Mali, nous avons aussi écouté le professeur Abdoulaye Dabo, parasitologue et directeur du Centre national de la recherche scientifique et technologique de Bamako. Il nous a expliqué comment certaines parasitoses ont été efficacement combattues au Mali. Notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lumumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Mouizi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et Aiden Outko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mohamedou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
Votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.